Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le journal du fight, le JDF, épisode 14. Je suis toujours accompagné de Guillaume Pelletier, le manager de la Bulgarian Top Team. Guillaume, comment tu vas? Ça va super bien, merci Kevin, ça va très très bien, merci à tous les gars, merci pour l'habitude. Eh bien, ouais, je t'entends juste un peu mal, Guillaume. Je sais pas si tu as bougé quelque chose. Non, rien du tout, tu m'entends? Ouais, nickel, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, comme je disais, on se retrouve pour le JDF 14, pour l'actualité du mois de mars-avril, là où on s'était laissé. Il y a eu pas mal de rebondissements, des événements sur le sol français, à l'étranger. On va commencer par le MMA-GP. C'est le dernier événement où on a pas mal échangé, toi et moi, là-dessus. Il me semble que tu as regardé la carte. Absolument, absolument. J'ai regardé la carte. Maintenant, il faut que je me rafraîchisse un tout petit peu la mémoire. Ouais. Et je suis dessus. Donc, c'est l'événement qui avait lieu à Paris, au Zénith, le 4 mars dernier. Avec, très beau show. Ouais, comme à son habitude, c'est Cédric Doumbé, en main event. Ouais. Je ne connaissais pas son adversaire. Là, ils avaient fait une conférence de presse. Je l'ai pas suivi parce qu'elle était sur, je crois, elle était diffusée sur une chaîne YouTube. Enfin, c'était pas sur RMC. Bon, bref, j'ai vu le replay sur une autre chaîne YouTube. Et c'était sympa, mais je trouvais que ça manquait un peu d'organisation, la conférence de presse, tu vois. Il y avait trop de combattants. Mm-hmm. Donc, c'est l'avis que j'ai eu sur la conférence de presse. Sinon, le show en lui-même, franchement, c'était joli. Hein. Là, il me semble que c'était une nouvelle salle. C'était pas comme c'était à Paris. C'était le Zénith, c'est ça? Je ne saurais pas te répondre. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'était au Zénith, je crois. Ok, idem pour la conférence de presse. Si, pour le Zénith, je peux te le dire parce que c'est écrit dessus. Donc, c'était le Zénith à Paris-la-Villette. La conférence de presse, je ne l'ai pas vue, pour être très honnête avec toi. Voilà. En revanche, j'ai vu de jolis combats sur la carte. J'ai vu des combats qui ont été très plaisants à regarder. J'ai vu un combat qui m'intéressait beaucoup. C'était le combat entre Alvin Lovensky et Fayad Joumoy. Lovensky qui est de la Old School et Joumoy de la Hatch Academy. Superbe combat. Lovensky, tout comme la Old School Academy à l'heure actuelle, est en train de tout rafler sur son passage. Les petits jeunes à l'heure actuelle de la Old School, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Donc, grosse équipe qui est en train de monter et ça fait plaisir. Derrière, on avait un joli combat entre les vieux briscards, Michael Dubois et Sofiane Oudina. Ça a été un concours de guillotine ce soir-là. Je ne sais pas si tu as vu le combat. Ouais, j'ai vu le combat et j'ai même vu la polémique qu'il y a eu après le combat au niveau que Michael Dubois a tapé. Pour toi, il a tapé ou il n'a pas tapé? C'est compliqué. Non, il n'a pas tapé. Il n'a pas tapé. Pour moi, c'est marrant parce qu'après, on voit justement l'effet inverse et on voit bien qu'il tape son adversaire. Donc là, pour le coup, il y a vraiment tape, quoi. Je pense qu'il a essayé de se reprendre. Ouais, il y a eu un tap, où il y a eu une espèce de petite feinte pour relâcher la prise. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas, victoire de Michael Dubois dans la deuxième reprise par soumission. Derrière, je crois qu'on a eu un concours de cassage de coquilles. Donc voilà, on a eu un no contest entre Sidibé et Margarian. Et un des combats qu'on annonçait comme un choc, et il a eu lieu, c'était entre Alger Rouge et Bouarsa. Grosse guerre. Ouais, franchement, c'était un beau combat. Moi, c'est le combat qui m'a le plus marqué. Je n'ai pas retenu les noms, mais franchement, c'était plaisant à regarder. Le niveau, là, on voit que c'était équilibré, quoi. Ils se sont livrés une guerre, les deux. Exactement. En fait, le dernier filet date d'il y a très longtemps, mais je crois que je t'avais dit 3 semaines. C'était le combat qui me hypait le plus sur la carte. Voilà, c'était un excellent combat. C'était le combat qui me hypait le plus parce qu'on savait sans trop de suspense que le main event était un peu déséquilibré pour ne pas changer. Donc voilà, grosse domination de Cédric. Il y avait une ceinture en plus sur le co-main. Sur le co-main event, il y avait une ceinture. Encore une ceinture et belle victoire de la Old School, du coup, pour reprendre mes propos de tout à l'heure. Et voilà. Et Cédric Doumbé, moi, ce que j'ai pas apprécié sur le combat, c'est ils ont switché de chaîne là, RMC. Et ça, c'était super mal fait, je trouvais. Donc du coup, je suis arrivé pour le finish en fait. Je suis arrivé. Apparemment, qu'il y a eu un sprawl de Doumbé. Quand même, son adversaire a essayé de l'amener au sol.
Donc, du coup, il y a une petite réponse sur la défense de lutte. Ouais, bon, ben voilà, comme tu dis, après, hein, on savait que ça allait dans ce sens-là. Donc voilà, on attend la suite, impatient de voir Cédric Doumbé face à une. J'ai pas envie de manquer de respect à ses anciens adversaires en disant j'attends une vraie opposition, mais voilà, un vrai tueur à gage. Et je pense qu'il y en a. Il y en a, non, Guillaume, toi qui es manager, il y en a des combattants à l'heure actuelle avec la loi de la fédération qui peuvent affronter Doumbé qui lui poserait problème, vraiment. Si tu as un nom qui te vient en tête comme ça, je suis preneur. Non, des noms, il y en a beaucoup. Maintenant, en fait, nos propos sur les JDF précédents rejoignent totalement les propos d'Abdel Khaznadji, le promoteur, sur le show de AB Show avec Michael Leroux. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, le but n'est pas de mettre Doumbé en difficulté. Je crois même que le promoteur du MMAGP l'a confirmé lors du podcast. Donc, voilà, que dire. C'est bien, c'est cool. Le truc, c'est que Doumbé, il est fort, tu vois, et on aimerait bien le voir en phase de gain un petit peu plus fort pour que les combats soient un peu plus relevés et du coup un peu plus intéressants et mieux à regarder, tu vois. Aujourd'hui, ça manque clairement d'opposition. Donc voilà, mais c'est dans la stratégie de tout le monde. Donc du coup, pas de surprise en fait. Tu vois, aujourd'hui, Doumbé, il a besoin de combat, il a besoin de progresser, il a besoin de passer du temps dans la cage. C'est ce que le MMAGP lui donne avec des oppositions de niveau assez moyen. Donc voilà. Et clairement, ça c'est bien pour Cédric Doumbé de pouvoir monter son palmarès, de faire son expérience. Mais je veux dire, quand il va arriver sur soit une organisation plus importante ou quoi, ça peut être problématique justement d'avoir facilité son avancée vers le haut niveau, j'ai envie de dire, tu vois, vers le Bellator ou l'UFC, quoi. Parce que là, clairement, il n'y aura pas de cadeau arrivé à l'UFC, quoi. Alors, en fait, il va falloir que son équipe continue le même travail, c'est-à-dire de rehausser un tout petit peu plus le niveau à chaque combat. Parce qu'aujourd'hui, clairement, Doumbé, il ne peut pas passer de ce mec-là, de Klimas, à un mec moyen du Bellator, quoi. La différence, la marche serait trop haute, tu vois. Donc, il faut continuer dans ce travail à progresser petit à petit. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec 4-0, il est temps enfin tu vois, d'aller prendre des mecs plus costauds, tu vois. Parce que là, ouais, en fait, on sait à chaque fois comment ça va se terminer, quoi. Ouais. En tout cas, on va suivre ça de près. Puis voilà, on espère qu'il y aura une autre opposition, enfin une annonce d'un combat très prochainement. Voilà, je redis juste, franchement, le show du MMAGP, c'est magnifique, comparé à Arès, parce qu'on les compare beaucoup. Et là, pour le coup, la deuxième place, elle est méritée, quoi. En termes d'organisation française, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, bien organisé. Je crois qu'il y a juste eu un moment, il y a eu un problème de cage, ou je sais pas, ils ont démonté la cage. Je sais pas si tu avais vu ça. Enfin voilà, mais sinon, dans sa globalité, c'était un beau show, donc vraiment, je tenais à le souligner. Ok, bah pour te dire, tiens, je vais te donner une petite exclusivité. J'aurais pu, sur cet événement du 4 mars, voir l'événement, parce que j'étais une des équipes phares, un des combattants phares qui était sur la carte, a fait appel à moi pour être dans le coin. Bon, après, pour X ou Y raison, ça ne s'est pas fait. Et d'autant plus que le 4 mars, c'était mon anniversaire, tu vois, donc ça m'arrangeait un petit peu de rester à la maison. Mais voilà, j'aurais pu y être, j'aurais pu voir de mes propres yeux, parce que jusqu'à présent, en fait, j'ai pas vu ce que c'était concrètement le MMA-GP sur place, quoi. Mais ouais, ça semble joli, l'ambiance est là, et ça, c'est cool, tu vois. Ce qu'on reproche maintenant, c'est des combats qui sont pas toujours très équilibrés, tu vois. On aimerait bien se régaler en fait du premier au dernier combat sur la carte, tu vois. On aimerait que la carte ressemble à chaque fois à ce qu'on a pu voir lors du co-main event, tu vois, tout simplement. Bien sûr. Eh bien, on va passer sur l'UFC 285. Ça date déjà. Et on avait John Jones vs Cyril Gane. Voilà, bon, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de retours sur l'après-combat. Enfin, on n'a pas eu un combat qu'on attendait tous. Ouais. Très frustré d'avoir fait nuit blanche pour voir le combat en moins de 2 minutes. Très déçu de la performance de Cyril Gane. À chaud, très déçu, mais maintenant un peu à froid, je me dis quand même, c'était pas si évident que ça d'affronter Joe Jones avec un training camp de 1 mois et demi. Enfin, tu vois, il y avait toutes ces choses-là
Est-ce qu'on n'a pas surestimé Cyril Gane, malgré que c'est un grand athlète, hein, je remets remets pas en compte sa carrière, tout ça, mais tu vois, et on a un peu sous-estimé John Jones au point de vue de ses 2 dernières performances. Tu vois, on pensait qu'il était sur le déclin, au final, il a prouvé tout l'inverse. Voilà. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, Guillaume. On n'a pas échangé là-dessus en off. Non, on n'a pas échangé. Bah écoute, en tout cas, j'entends de par-ci et là que le camp de Cyril Gane aurait été que d'un mois et demi. Mais d'un autre côté, lors d'une conférence de presse, on a entendu que c'était l'équipe de Cyril Gane qui a mis en place plus ou moins ce combat et qui l'a demandé, qui l'a obtenu. Donc, on ne peut pas demander un truc, l'obtenir et ensuite se plaindre des délais de préparation, quoi, tu vois. Donc, moi, je pense que le délai de préparation était tout à fait honnête. S'il a été d'un mois et demi pour Cyril Gane, ça veut dire que le délai a été d'un mois et demi pour John Jones, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, on met la balle au centre et voilà, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif ou, tu vois, ou un déséquilibre, un handicap, le Ouais. fait que la préparation n'était pas très longue. Maintenant, bah ouais, frustrant évidemment. Tu me disais tout à l'heure, retour sur le combat, il aurait fallu déjà qu'il y ait un combat, quoi. Tu vois, ça a été extrêmement Mm. frustrant. Ça a été à sens unique, ça a été une démonstration et voilà, que dire, que dire. Est-ce que tu penses que c'était pas le soir de Cyril Gane parce qu'il nous a habitués à mieux? Et je pense, j'avais entendu ça, c'était une remarque très pertinente, que si le combat tu le refais 10 fois, t'as pas ce résultat, quoi. Ah ouais, Tu vois? ouais, ouais, ça c'est sûr. Le coup dans les parties, tout ça, tu penses que ça, j'ai du mal à croire que le coup dans les parties qui a été mis à John Jones en premier, là, ça peut être un événement qui a perturbé Cyril Gane. Je sais pas, tu sais, voilà, une fois que le coup dans les parties est mis, le combat reprend, tu vois, on efface tout, quoi. Mais je Mm. pense que John Jones, il est impressionnant. Je pense qu'il a pris beaucoup de place dans la cage. Je pense Ouais, qu'il c'est faut. impressionnant. Ouais, c'est ça le délire. Il a mis beaucoup de pression dès le début. Il a pris beaucoup de place. Il s'est imposé, en fait. Il a marqué vraiment dès le début le combat de son empreinte. En fait, on sentait que le mec dominait déjà dès les premières secondes. C'est la domination, c'est pas forcément le fait de toucher l'adversaire. Et juste le fait de prendre le centre de la cage, juste le fait d'imposer le rythme, juste le fait Un de peu casser. comme Connor, il fait tout le temps. Absolument. Voilà, là pour le coup, on a senti Cyril Gane peut-être un petit peu, bah, voilà, il s'est fait un peu manger autant sur le plan sportif que sur le plan peut-être des émotions, en tout cas de l'approche du combat. Tu sais, voilà, il a pris le GOAT encore une fois. Ça fait partie de l'expérience. Peut-être que s'il revient dans 6 mois et qu'il reprend John Jones, le combat sera différent. Bon, ben voilà, là, effectivement, il y a une frustration pour tout le monde. Maintenant, ça ne remet pas en question tout ce qu'il a pu faire précédemment, tu vois. Bien Juste, sûr. faut faire attention parce qu'il y a des gros concurrents là qui poussent, qui arrivent, qui toquent à la porte avec justement des capacités dans les domaines où Cyril Gane a montré un peu de faiblesse. J'ai envie de parler de la lutte. Tu vois, on a des mecs comme Blade, comme Pavlovich, comme Aspinal, Thomas tu vois. Pinal, ouais, ils sont chauds. Ouais. Donc à voir, à voir, à voir. C'est une belle histoire là qui est en train de s'écrire parce que du coup, on a à nouveau un joli top 5 chez les poids lourds. C'est ce qui nous a manqué pendant très longtemps. Donc voilà, hâte de voir la suite. Mais bon, j'imagine que Cyril Gane n'a pas dit son dernier mot et qu'il va revenir extrêmement fort de ce combat. Donc pas plus inquiet que ça. Tu sais, ça peut arriver. Tu sais, franchement, ça peut arriver. C'est un soir où rien n'a été en fait, tout simplement. Et est-ce que tu penses que il y a eu pas mal de déferlements médiatiques, tout ça, sur le fait du staff? Est-ce que tu penses clairement qu'il faut remettre en compte l'équipe? Alors, on a entendu un peu tous les noms qui peuvent aller au secours de Cyril Gane, que ce soit Khabib, que ce soit Thomas Loubersan. Enfin, toi qui a des athlètes à l'UFC, qui va aller sûrement vers cette marche-là, la ceinture, si jamais, ce que je te souhaite pas, il y a échec, est-ce que il y a ces questions-là qu'on se pose après un échec? On peut toujours se poser des questions. Maintenant, en fait, il y a une phrase, moi, que j'aime bien toujours employer. Seuls les chiffres parlent, en fait. Seuls les chiffres. Donc, effectivement, aujourd'hui, le constat, il est un petit peu dur pour Fernand Lopez, qui en prend plein la tête. C'est qu'il y a eu 3 chances au titre, trois échecs. Certes. Maintenant, tu me parles, par exemple, de Thomas Loubersan. Mais concrètement, aujourd'hui, quelles sont ses statistiques en tant que head coach ou en tant qu'homme de coin? Tu vois le délire? En fait, je trouve que c'est la solution un peu facile. On prend une défaite et derrière, on essaie de remettre tout le staff en question, etc. Enfin,
tu vois le délire. Il y a eu du bon travail qui a été fait. On peut pas tout retirer comme ça d'un revers de main, tu vois. Euh, Maintenant, peut-être que la déferlante peut s'expliquer euh, dû à la place que, on va le citer, hein, que Fernand Lopez prend dans les médias. Il prend beaucoup de place, il parle énormément, il s'exprime beaucoup, il dit beaucoup de choses, il tacle beaucoup de personnes, et par Mhm. conséquent, le retour de bâton arrive à un moment ou à un autre, tu vois. Bien Donc sûr. en fait, si tu veux, c'est peu- voilà, c'est quand on joue à un jeu, malheureusement, on prend le risque aussi de perdre et de se cramer. Et voilà, là, c'est ce qui est Ouais. arrivé, tout simplement. Puis, Maintenant, tu puis vois moi, ce que je aussi, trouve, il a trop de casquettes, tu vois. Il a trop de casquettes vis-à-vis de Cyril Gann. Tu vois, le fait d'être manager, entraîneur, il faut savoir, je pense, déléguer un peu. Parce que toi, tu vois, tu délègues avec Benoît Saint-Denis. On voit que tu as une équipe qui s'occupe. Enfin, je veux dire, tu vois, tu t'occupes pas de plusieurs compartiments, même si tu es qualifié sûrement dans d'autres domaines et que tu pourras apporter ton expertise, mais tu le fais pas. Moi, c'est ça que je trouve dommage, quoi. C'est que justement, il s'entoure pas. Alors, on sait qu'il y a eu des histoires, qu'il y a eu des caractères, tout ça, qui malheureusement ne communiquent pas ensemble et ne peuvent pas travailler ensemble. Mais pour ce combat-là, c'est dommage qu'on n'a pas eu cette unification de grandes personnes du MMA français pour aller battre le GOAT, quoi. Parce que je pense que il y a des personnes, enfin, je veux pas tirer sur, sur Benjamin Sarfati, mais pour moi, il n'avait pas sa place dans le coin, tu vois, de Cyril Gann, même si c'est le président du MMA Factory et qu'en cas de victoire, c'est indéniable qu'il aurait dû être présent. Mais en quoi il a aidé Cyril Gann, tu vois? alors je comprends, je comprends. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est qu'on voit aussi la cruauté du sport, parce que la place de Mm. Benjamin Sarfati, jamais personne ne l'a remise en question jusqu'à ce combat, tu vois. Et en C'est fait, vrai, pourquoi, ouais. tu vois, c'est ça le truc, en fait. Tant qu'il n'y a pas la défaite, Ben ouais, t'as personne ne pas de dit remise rien. en question. Ben bien sûr, bien évidemment. C'est ça. Donc en fait, pourquoi est-ce que jusqu'à présent tout se passait bien, tout allait bien, et tu as vu là, il faudrait Ben, tout remettre en question. c'est pareil aussi sur le fait qu'il s'entraînait pas beaucoup, qu'il avait cette nonchalance de s'entraîner, de jouer à la play, de faire sa chaîne Twitch. Et là, c'est vrai que, mais en même temps, c'est la vie, c'est comme ça. Quand il y a des échecs, il y a des remises en question. Et c'est normal aussi qu'on en arrive à devoir se poser les bonnes questions, je veux dire. Mais je pense qu'ils l'ont fait, hein. Nous, on le fait en tant que fan, en tant que média, mais eux le font et j'espère vraiment qu'ils feront les bons ajustements. Voilà. Bien sûr, de toute façon, s'il y a ce résultat, c'est qu'il y a une suite d'erreurs ou de mauvais choix, tu vois. Ça, c'est indéniable. Mais Maintenant, voilà, on voit aussi la mm, cruauté du sport, Kevin. Tu vois, le sport, c'est bien quelque sûr, ouais, ouais, complet. et pas uniquement dans le MMA, tu sais, dans le foot ou quoi que ce soit, tu fais un mauvais match, derrière, tu es remplaçant, derrière, on donne la chance à un autre, et puis l'autre reprend ta place, et puis finalement, à la fin de ton contrat, on te renouvelle pas. Enfin, tu sais, dans tous les sports, le sport, c'est dur, le sport, c'est cruel. Tu peux passer de Mm, superstar à super gros déchets en l'espace de 2 jours. Tu sais, ça va vite. Ça va vite. Maintenant, pour reprendre une remarque que tu as dit, oui, effectivement, moi, je suis le manager de Benoît Saint-Denis. Tout ce qui est coaching, game plan et compagnie, tout ça est dédié à, à Daniel Waurin. Tu vois, c'est lui qui gère tout ça. On essaie de faire en sorte que chacun ait son domaine, que chacun ait sa partie et qu'il puisse se consacrer à fond dedans, tu vois. Daniel Waurin ne fait pas de management, en aucun cas il intervient dans les choix de carrière de Benoît Saint-Denis, tout comme moi, en aucun cas j'interviens dans le game plan de Daniel Waurin, tu vois. Donc voilà, nous on essaie de faire en sorte que les choses soient bien réparties. Jusqu'à présent, ça nous réussit. Voilà, pourvu que ça dure, tu vois. Après, après, voilà, comme je te dis, quand il arrive un échec, on remet tout en question. Tu sais, bien jusqu'à sûr. présent, Cyril Gann, ça fonctionnait et personne ne se posait la question, tu vois. Donc, voilà. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre à la poubelle, il y a de bonnes choses. Voilà. Il faut certainement peaufiner, affiner un petit peu et voilà, il reviendra. Tu sais, après tout, c'est un combat. Tu sais, le combat, comme tu disais tout à l'heure, tu vas le faire 10 fois. Tu ne sais pas pourquoi. Il va se passer 10 fois de façon différente. Tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a la façon dont tu rentres dans ton combat, il y a le premier échange, il y a l'impact que tu mets, la puissance que tu mets dans la première frappe qui peut impressionner ou qui peut faire se poser des questions à ton adversaire. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Tu sais que il n'y a pas de science exacte. Tu sais, si c'était aussi simple que un et un font deux, voilà, il y aurait que des champions du monde, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Tu vois, donc
Donc voilà, il faut bosser, tout simplement. En tout cas, triste bilan et j'espère vraiment que un combattant français ou une combattante française arrivera à décrocher l'or à l'UFC parce que c'est ce qui nous manque, quoi. C'est ce qui nous manque. Et là, pour le MMA Factory, pour reprendre les mots que tu as dit, les chiffres, là, c'est trois essais à la ceinture. Je parle la ceinture, la vraie, pas l'intérim, parce qu'ils ont réussi face à Derek Lewis. Et là, c'est 3 échecs. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura encore la place pour pouvoir aller essayer d'affronter un champion. Voilà. Il y a eu aussi Valentina Shevchenko qui a perdu sa ceinture ce soir-là. Grosse surprise. La Mexicaine qui a gagné, Alexia Grasso. Franchement, je ne sais pas si tu l'as vu le combat, rapidement. Malheureusement, je l'ai vu parce que j'avais parié sur ce combat. Ah ouais, t'avais mis Valentina, forcément. Ouais, j'avais fait un super pari. J'ai toute ma soirée qui est bonne. Il restait plus que Valentina pour encaisser. Ah ouais. Donc, ouais, elle m'a gâché ma Je pense soirée. que c'est pas son soir, elle aussi. Hein. Non, mais et tu sais, Kevin, c'est pour ça qu'on adore le MMA. C'est qu'en fait, il n'y a pas de science exacte, comme je t'expliquais. C'est que, tu sais, on aime voir aussi les challengers qui gagnent. On aime voir des surprises. Tu sais, si à chaque fois, ce sont les favoris qui gagnent tout le temps, tu vois, c'est chiant, quoi. Tu vois, on aime regarder les matchs de foot, les matchs de Coupe de France, parce qu'on aime quand le petit poussé fait tomber l'Olympique de Marseille. Tu vois, c'est Bien sûr. ça les belles choses du sport. Donc voilà. Heureusement qu'il y a des surprises, tu vois. Heureusement. Ah en tout cas, nouvelle championne mexicaine, troisième ceinture qui va au Mexique. Là, attention, le Mexique, attention, hein. ils sont clairement, ouais, ils prennent 3 ceintures. Voilà pour l'UFC 285. Après, moi, il n'y avait pas d'autres combats. Si, il y avait Shavkat Rakhmonov. Je ne sais pas si tu as vu ce mec du Kazakhstan là. Ça a été le combat de la soirée là. C'était une guerre, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, lui, Ouais. il a juste fait ce qu'il fait à chaque fois. Il a déjà dû gagner et en plus, il a fini son adversaire. C'est impressionnant. Parce que tu sais, il a fini son adversaire, il me semble, dans la dernière minute de la dernière Ouais, reprise. c'est ça. Ouais, Et c'est finalement, incroyable. il n'a pas besoin en plus, tu vois, parce qu'il gagnait le combat. Bien sûr. Mais c'est un finisseur, le mec, tu vois. C'est un Ouais, c'est ça. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. 17-0 et que des finitions, quoi. La moitié en soumission et l'autre moitié en KO. Donc, franchement, hâte de voir la suite. Je pense que l'UFC vont se faire à cœur de le mettre là face à soit Hamza, pas Hamzat, mais je crois que Belal Mohamed, enfin, le top 5 des Walter. Parce qu'il faut qu'il. Ouais, il faut. En plus, ça permet de rebondir sur. Il y a eu Kamaru Usman, Leon Edwards. Ouais. Ouais, bon, on n'a pas eu le kick, le KO, mais on l'a senti qu'il était présent dans la tête de Kamaru Usman. Je sais pas si tu as vu le combat, Guillaume, mais franchement, ça a été. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus, en fait. C'est de voir la main de Kamaru Usman toujours présente. Pour le coup, le staff de Léon Edwards, ils ont fait un travail magnifique. Ils ont travaillé au niveau du corps. Ils ont aussi travaillé sur les genoux parce que Kamaru Usman a eu de nombreuses blessures. Enfin, j'ai trouvé ce combat d'une intelligence, que ce soit le game plan et la façon dont Léon Edwards il a combattu, c'était parfait du début à la fin, quoi. Ouais, tout à fait, effectivement, gros boulot. Moi, je donnais Kamaru Usman clairement favori dans ce combat et je pense qu'on était beaucoup à le donner favori dans ce combat. Bien sûr. Voilà. Du côté d'Edwards, super boulot. Très, très gros boulot. Là, on sent qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fourni à la salle. Un travail très stratégique. On sent aussi que le chaos qu'il a pu mettre sur Usman, ça l'a libéré. Parce que là, on l'a senti vraiment relâché dans son combat, hein, Léon Edwards, contrairement au combat précédent, où, bon, en plus de ça, il était très dominé. Voilà, relâché, belle boxe, mec intelligent. On voit qu'il a insisté effectivement sur le genou. On voit qu'il changeait les niveaux avec sa jambe avant, histoire de perturber, d'envoyer en middle, de remonter en high kick. Enfin, tu vois, il y avait un vrai travail d'incertitude d'installer en fait dans son jeu. Et je crois que c'est ça qui a empêché Kamaru Usman d'avancer, de prendre des risques. C'est qu'il y avait trop d'incertitude en face. En fait, ça pouvait partir de n'importe où à n'importe quel moment. Ouais, c'est ça. Et puis aussi la confiance qu'il avait, la confiance du champion. Enfin, moi, dès que je l'ai vu rentrer dans l'octogone, j'ai dit direct, ah ouais, là, c'est pas le même Léon Edwards qu'on va avoir en face, quoi. Même, tu sais, quand Kamaru Usman, il s'est mis devant lui, là, pour l'intimider, enfin, l'image, elle est magnifique.
Donc voilà, Léon Edwards. Mais après, c'est dommage, hein, là aussi, c'est cruel, là, du coup, pour le MMA, Ousmane qui était à un combat de battre les records de défense de ceinture, je crois, de Anderson Silva. Enfin, il était numéro 1 pound for pound. Et là, il y a tout qui est parti, quoi. Il y a Ça va tout vite, hein. qui... Le sport. Ouais, ça va tellement. Ouais. Alors après, ça n'enlève en rien son héritage, hein. Ça reste l'un des meilleurs qu'il y a eu dans les poids welter après Georges Saint-Pierre. Et voilà, mais à voir si Léon Edwards il sera aussi dominant. Je pense que quand même, il va donner du fil à retordre à beaucoup d'adversaires, mais je ne le vois pas aussi dominant que Ousmane, quoi. Voilà. À voir. Ouais, à voir. Et avant, on a eu aussi Raphaël Fiziev vs Justin Gaethje. Je ne sais pas si tu as regardé ce combat, c'était une guerre. Oh là Ouais, là, magnifique. ouais. Ah Grosse, ouais, grosse. Justin Gaethje, c'est un tueur, hein. Vraiment, la précision, les angles et tout, là, pour le coup, on voit le travail que Trevor Whitman il fait avec ses athlètes qui travaillent en petit comité et tout. C'était impressionnant, franchement. Ouais, pour reprendre ta phrase, on voit que Gaethje, il a beaucoup travaillé les angles morts. Et gros boulot, grosse guerre. Impressionnant. Voilà, juste impressionnant. Tout s'est fait au mental. Ouais, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Deux beaux athlètes. Fiziev, il va revenir rapidement de cette défaite parce que est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une défaite, tu vois? Donc, ouais. Bah, c'était quand même il jouait peut-être sa place pour aller au titre, hein. Ouais, Et mais Gaethje, le mettre sur le titre, Gaethje, c'est compliqué, quoi. Tu vois, parce que bah, il a quand même perdu face à. C'est ça aussi que je parlais pour Cyril Gane. Quand t'as utilisé tes chances au titre, à un moment, l'UFC, ils n'ont plus forcément envie de te remettre, tu vois, au bien sûr, niveau de l'histoire, quoi. C'est compliqué, quoi. bien sûr, on peut pas te donner, tu sais, un peu comme des crédits C'est sur la ça. canne, tu vois. Donc, non, non, c'est Bah, clair. après, pour le coup, Gaethje, c'est je sais pas combien de bonus en combien de combats. Donc bon, il a pris de l'argent quand même, hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'a pas besoin de la ceinture, hein. Je crois que j'ai vu une stat comme ça. Je crois qu'il a pris 11 bonus, il me semble. Ouais, ouais, ben, pour 9 combats, je crois. Il y a des soirées où il en a pris 2. Il a C'est un pris truc de. les. Ouais, un truc de fou. Donc, ouais, puis il n'a pas un si gros palmarès. Je crois qu'il est à 6-4 à l'UFC. Donc, c'est pas un palmarès tu sais, super alléchant, en fait, Justin Gaethje. Mais quand tu vois les guerres qu'il a fait, Il a j'avais regardé son. Pardon? 7-4 à l'UFC. Ouais, c'est pas. Mais quand tu vois les noms qu'il a pris, c'est incroyable. Ouais. Enfin, voilà. Après, voilà, c'était les combats. D'ailleurs, potentiellement, ça serait un adversaire possible face à Benoît Saint-Denis, parce qu'on sait qu'ils sont dans la même catégorie. On parle de qui Raphaël là? Fiziev ou Justin Gaethje, les deux, franchement, ça. Ça pourrait l'être, mais ça sera, j'espère, plus tard. Tu vois, dans l'immédiat, ça me paraît beaucoup trop prématuré. Euh, Peut-être Fiziev, parce que Gaethje, je pense qu'il lui reste 1 ou 2 combats. Ça, c'est aussi une chose dommage. Je sais pas ce que tu en penses. Tu sais, les guerres qu'il a fait. euh, ah, ça- il y a des sous-titres quand il parle, hein, quand même, hein. Il faut dire ce qui est. Il a des gros soucis, Gaethje. Il a perdu en espérance de vie là, sur tous ses combats, hein. bien sûr, mais on ne peut pas sortir intact de guerre comme ça, hein, tu sais, hein, ça laisse évidemment des traces. Mais pour répondre à ta question principale, oui, Fiziev ou Gaethje ou qui tu veux, je l'espère que ce sera un adversaire potentiel pour Benoît, mais un petit peu plus tard, tu sais, il faut faire les choses bien, il faut que les choses aient un sens, en fait, si tu veux. On ne peut pas passer du dernier adversaire de Benoît à Fiziev, hein. C'est tout droit Ouais. comme ça n'a aucun sens, tu vois, et de toute façon, l'UFC ne donnerait pas ce combat. Donc, on va faire les choses bien, on va monter dans le classement étape par étape et on ira Non, taper après, hein. vu qu'on parle de Benoît, il y a un peu de trash talk là sur Benoît. J'ai vu récemment passer un Ouais, tweet là. Il a envie de manger des fish and chips. ouais, ça me plaît, tu vois. Ça me plaît, Ouais, ça me plaît. Ouais, ce combat-ci, j'aimerais beaucoup le voir. C'est un combat qui m'intéresse énormément. Et c'est pas un combat qui est impossible à monter, tu vois. Et ce combat aurait vraiment du sens. Donc, on parle de Paddy Pimblett, hein, pour ceux qui ne le savent pas. pardon. Alors, ouais, non, il n'y a pas de souci, parce que peut-être certains l'ont pas vu. Ce qui peut être intéressant, c'est que Paddy Pimblett, il représente Londres et Benoît Saint-Denis représente la France, représente Paris. Donc, ça, c'est pas très loin, ça peut se matcher, ouais. Ils sont dans la même catégorie. Je crois que Paddy Pimblett, il n'est pas classé, donc ça peut. Puis là, pour le coup, médiatiquement, c'est très, très intéressant pour Ouais, Benoît. Donc, je pense qu'il lui faut encore 1 ou 2 combats. Parce que, bah, après, quel est l'intérêt pour Paddy de prendre Benoît? Je parle franchement,
Quoi qu'il a pris des adversaires un peu de son profil qui vont à la guerre. Hein. Je pense à l'Italien. Je sais plus son nom, celui qui avait affronté. Vendramini. Ouais, voilà. Ok. Ouais, Vendramini qui n'était pas non plus, c'est pas un top absolu à l'UFC, hein, tu sais. Tout à fait. Donc ultra négatif à l'UFC. Vendramini, il est à 1-3. Et on a vu justement les faiblesses de Pimblet pendant ce combat, tu vois. Donc non, moi, sincèrement, si on pouvait monter ce combat pour Benoît Saint-Denis, mais tous les jours, on y va à pied, même s'il faut, tu vois. Ah ouais, ça prend tout son sens, bien sûr. En tout cas, on voit que Benoît, il est en plein rétablissement. On peut voir sur ses stories, là, il enchaîne. Hein. Ça l'arrête pas. Il me fait penser un peu à Conor. Conor, quand il s'est blessé après son combat face à Dustin Poirier, le lendemain, il était déjà à la salle en train de faire des tractions, malgré qu'il ne pouvait pas poser le pied. Il était devant le sac de frappe en train de frapper. C'est vraiment des gars qui ont la mentalité. Ça se voit que c'est dans leur gène, quoi. Pour un mec comme Benoît, une blessure, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est un hyperactif, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément. Donc le fait de ne pas pouvoir poser le pied, c'est très compliqué. Tu sais, c'est pas quelqu'un que tu arrives à tenir à la maison, Benoît. Donc malgré son handicap, il arrive à trouver des exercices, des trucs, tu vois. C'est quelqu'un qui s'arrête jamais. Donc ouais, c'était un moment un petit peu difficile à traverser pour lui, mais il est en train de revenir. Donc voilà, on est sur la bonne voie. On attend que tout se passe bien et on espère avoir une date prochainement. Et dans le même week-end de l'UFC 286, il y avait un combattant qui a aussi fait parler de lui au KSW. On a eu Oumar Sy, le TGV, ça a été express. Ce combat-là, ça a été très très rapide. Soumission, premier round. Waouh, simplement waouh. Quelle performance, Oumar Sy qui a 9-0, c'est ça? 8-0. 8-0? Ah, j'accélère. 8-0 prochain combat. 9-0, ouais, il n'y a pas de souci. Franchement, impressionnant, que dire. On l'a déjà reçu dans le JDF, on a échangé. C'est un gars vraiment, il a une bonne mentalité. Enfin, voilà, c'est un poids lourd léger qui s'entraîne dur, qui travaille à côté. En plus, je parle de ça parce que c'est pour souligner que le mec travaille à côté. Donc, je ne sais pas si on s'imagine s'il s'entraînait à plein temps. En passant, tu vois, en vraiment vivant du MMA, ça pourrait sûrement augmenter ses capacités, même si déjà il a un gros niveau. Je sais pas si tu as envie de mettre un mot sur la performance. Il n'y a aucun mot à mettre sur la performance. Ouais, c'est ça, j'essaie de modeler, mais en vérité, c'est incroyable. En fait, les gens, peut-être, eux, n'arrivent pas à juger à sa juste valeur la performance parce que peut-être que Frankenstein, l'adversaire d'Oumar, est un peu méconnu du public français. Mais c'est un mec qui a 6 combats à l'UFC. C'est un gars qui sortait d'une grosse victoire contre un des top polonais, Thomas Narkun. C'est un mec qui a perdu, certes, mais à la décision contre Johnny Walker, juste pour vous expliquer un petit peu le niveau du Lascar, quoi. Donc là, c'est une vraie performance, mais c'est une performance en toute simplicité qui ne peut étonner que les gens qui ne connaissent pas très bien Oumar, parce que Oumar, c'est un potentiel incroyable. Et pour ceux qui le connaissent, finalement, c'est juste une étape supplémentaire dans sa carrière, quoi. Ouais, et d'ailleurs, la suite, on a vu qu'il a demandé à rester au KSW si, bien sûr, il y a négociation, il y a ce qu'il faut pour qu'il reste. Il me semble qu'on avait parlé de ses projets. Bon, bien sûr, c'est d'aller à long terme, d'aller à l'UFC. En plus, c'est une catégorie où il a sa place. Tu avais dit dans un podcast où il devait être au Dana White Contender Series. Est-ce qu'on pourrait voir très prochainement Oumar à l'UFC ou pour l'instant, c'est un combattant du KSW, il va aller chercher la ceinture là-bas? Alors aujourd'hui, c'est un combattant du KSW. Il nous reste encore un combat à faire au KSW. Et tu sais, nous, on est des gens, comment dirais-je, on ne brûle pas les étapes. On fait les choses étape par étape. Il reste encore un combat. Donc, on ne se casse pas la tête. On ne va pas faire de plan sur la comète. On ne va pas commencer à parler de, tiens, regarde, on va te rentrer à l'UFC à telle date, machin, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, il y a un combat à faire. Son prochain combat, il va le faire. On va tout mettre en œuvre pour qu'il le gagne. Et ensuite, il sera libéré du contrat de l'UFC, tu vois, pour le coup, du KSW.
Donc après, on est libre de renégocier avec eux, voir ce qu'ils ont à proposer. On est libre de négocier aussi avec d'autres organisations. On a déjà été approché par d'autres organisations, il faut le savoir, qui nous ont fait des propositions plus qu'honorables. Donc, tu sais, aujourd'hui, c'est honnête, hein, ce que je vais te dire. Finalement, il n'y a pas que l'UFC. Hein, tu sais, il y a d'autres orgas qui sont en train de se présenter, qui ont de belles choses à proposer. Donc, il faut laisser à tout le monde l'occasion de faire une offre et ce sera à nous de prendre la bonne décision et on le prendra le moment venu, tu vois. Aujourd'hui, il reste encore un combat. On se concentre sur le prochain combat, tout simplement. Tu sais, au final, c'est très simple. Hein. Quand on travaille de cette manière, les choses, elles sont extrêmement simples. Bon, en tout cas, tous les auditeurs, je pense, du Journal du Fight connaissent Oumar Sy. Si vous ne le connaissez pas, allez le suivre sur ses réseaux. Ouais, allez s'abonner à lui, allez lui donner de la force. Oumar Sy, alors attendez, bougez pas, on va faire vite, on va aller sur Sherdog parce que c'est eux le plus précis dans les statistiques. Il est 43e non, mondial, je crois. Là, c'est autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que Oumar Sy, sur ses 8 victoires, il a 6 victoires par finish. Donc, c'est un gros finisher. Il en a 3 à la soumission, 3 par KO TKO. C'est un bel athlète, très jeune pour sa catégorie de poids. C'est un 93 kg et il est classé aujourd'hui, attention, 46e mondial dans sa catégorie. Je crois même qu'il est au-dessus de Gustafsson à l'heure actuelle. Incroyable. Et il me semble que dans une interview, il a dit que c'était entraîné avec Khamzat Chimaev. Enfin, tout ça pour dire que c'est un combattant qui a bougé. Il n'y a pas longtemps, il était en Allemagne. Enfin, vraiment, il va piocher de partout. Et moi, ce qui me fait plaisir avec Oumar, c'est que c'est un combattant français et qu'il a un sol. Il a un vrai sol. Donc, on a de quoi construire un combattant. Et je ne sais plus c'est dans quel podcast j'ai entendu, je ne saurais pas le citer parce que je ne m'en rappelle plus, j'en écoute tellement. Ils ont dit pourquoi ce gars-là, il n'était pas en sparring avec Cyril Gane. Parce qu'en plus, il a un peu le profil de John Jones, tu vois. Ça, c'était pour rebondir sur ce qu'on disait en début de podcast. C'est dingue. Je pense que tu aurais été ouvert en plus à qu'il aille donner la main à Cyril Gane. Tu sais, Kevin, moi, dès lors qu'il y a un intérêt pour mes athlètes, je suis toujours ouvert. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de petite guéguerre entre clubs, entre management, etc. Dès lors que c'est profitable à mes athlètes, moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Donc ouais, effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu se faire. Maintenant, le sujet n'a pas été abordé, donc voilà. Et pendant ce combat, donc Guillaume était à Dubaï. Il accompagnait un de ses athlètes, Rouskov Domingos, qui allait se coller en bark-knuckle. Ça fait plaisir. Dans une belle organisation, c'était un beau show, belle conférence de presse. Franchement, j'ai suivi ça de loin, mais très, très, très impressionné. Enfin, voilà, c'est à Dubaï, donc ça montre l'image de la ville. C'était cool de voir ça, en tout cas. Il y avait du beau monde aussi. Il y avait du beau monde avec vous. On va parler de la performance. Ça a été un no contest. Tout à fait, ça a été un no contest. Ça a été un combat très engagé. Rouskov n'a pas eu envie de faire un combat. Rouskov a eu envie de faire une bagarre. Donc, il a très bien engagé sa bagarre. Sauf qu'à un moment, il prend un doigt dans l'œil, ce qui l'oblige à poser un genou au sol. Sauf que le gars, tu sais, ça, c'est la maladie des combattants de MMA. On ne peut pas lui reprocher parce que Rouskov avait fait ça sur ce combat de bare-knuckle précédent. C'est-à-dire que nous, en fait, un mec qui met un genou au sol, le combat continue, tu sais, en MMA. Et en fait, il est très dur de réajuster tes réflexes naturels. Et là, c'est ce qui s'est passé avec l'adversaire de Rouskov. Donc, Rouskov pose un genou au sol et le mec lui envoie un sale uppercut alors que Rouskov a déjà un genou au sol depuis 2 ou 3 secondes, tu vois. Donc, coup illégal qui du coup a entraîné un no contest. Voilà, c'était un adversaire solide en face, un ancien de l'UFC, ouais. Ancien de l'UFC qui en boxe professionnelle à l'heure actuelle était sur un record de 5-1. Donc vraiment un mec très solide. Mais le bare-knuckle, encore une fois, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose. C'est pas de la boxe anglaise, c'est totalement différent. Donc voilà. On repart un petit peu frustré, évidemment. Tu vois, on aurait préféré repartir avec une victoire. Ça s'est fini un peu, tu vois, en queue de boudin. Tu vois, personne ne comprenait trop ce qui se passait. Donc c'est un peu dommage.
Mais voilà, il n'y a pas de problème. Nous, on va repartir au charbon, on va retravailler. Et puis, si ce jeune homme est OK pour faire une revanche chez lui à Miami la prochaine fois, on va se déplacer avec grand plaisir. Et voilà, il n'y a pas de problème. Ah, super. En tout cas, on souhaite tout le meilleur et à Rouskov. J'étais content parce qu'il y avait un soutien quand même médiatique et aussi des fans pour son combat. Ça, je tenais à le notifier parce que j'ai vu passer des stories où Rouskov il se plaignait un peu d'être boycotté de certains médias, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont soutenu, j'ai vu. Donc ça fait plaisir parce qu'il le mérite vraiment. Il va au charbon. Enfin voilà, j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps avec un combattant de Barknickel. Voilà, faut dire clairement, c'est une niche en France. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui vont vers ces organisations-là, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est pas du MMA, les règles ne sont pas les mêmes, les dommages ne sont pas les mêmes non plus, donc voilà, donc je tenais quand même à souligner ça. Tu sais, on va se dire des choses clairement. Tu étais en train de parler de la sueur, tu vois, on va les citer. Tu étais en train de parler de la Ouais, sueur. La sueur, il me semble, a fait un article, je crois, sur un combattant qui s'appelle Steve Venom, c'est ça? ben, que j'ai interviewé. Voilà, qui combattait dans une organisation de bare knuckle. Et encore une fois, c'est top, c'est super, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, la sueur ne peut pas s'empêcher de faire, comment dirais-je, des bandes à part et de boycotter certaines teams ou tu vois de les mettre de côté parce que de l'autre côté on a Rouskov Domingos qui est représenté qui représente la Bulgarian Top Team qui lui combat dans une organisation américaine dans un triangle, c'est du jamais vu. En plus de ça, à Dubaï contre un ancien de l'UFC qui est aussi boxeur professionnel. Enfin, tu vois, en fait, il y a Il y a tout beaucoup d'éléments, ouais, il y a tout, ah il y oui, a beaucoup d'éléments qui font tout qu'on ne est peut pas réuni pour que ça boycotter. fasse péter. C'est une très belle orga, c'est une orga qui paye extrêmement bien ses athlètes. Enfin, tu vois, tout est réuni pour qu'on en parle. Mais voilà, ça ne suffit pas pour qu'on en parle. Les raisons, maintenant, aujourd'hui, on les connaît C'est tous, on dommage. ne va pas les rappeler encore une fois. Mais c'est pas grave, même si on n'a pas eu forcément le soutien des plus gros médias, il y a eu beaucoup de soutien de la part des amis de Rouskov qui ont fait les déplacements. Il y a aussi certains de mes amis à moi qui sont venus. Et finalement, Ben, on Kevin, va tu en sais, parler, tiens, eh ben, parce que le soutien j'ai eu de tes beaucoup de proches, questions. voilà, tu sais, le soutien de tes proches et des gens qui t'aiment, finalement, c'est beaucoup plus important que le soutien des journalistes qui manquent d'impartialité, quoi. Et il faut qu'on en parle des personnes qui avaient un peu autour de vous sur ce combat, parce que on m'a envoyé beaucoup de questions. Ah, mais Guillaume, il connaît lui, il connaît lui. Il y avait des célébrités, il y avait Anas le chanteur, il y avait Maes aussi, il y avait Kamel Tatouage. Ouais. Je crois que j'ai oublié personne. Enfin, c'est des personnes influentes, des célébrités qui étaient autour de vous pour ce combat. Est-ce que c'était simplement de la hype ou s'il y a une amitié vraiment? Explique-nous comment s'est fait les connexions. Enfin, ça fait des années que vous vous connaissez ou c'était simplement pour ce combat? Je vais ouvrir un petit sujet en ce qui concerne Kamel Tatouage. Kamel Tatouage pour les réseaux, hein, parce que bien évidemment, ça dépasse son nom de famille, Tatouage. Kamel, effectivement, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis plusieurs années. J'en ai jamais parlé auparavant, mais justement, c'est très bien que tu ouvres ce sujet pour que j'en parle. Kamel Tatouage, c'est quelqu'un qui a tout mon respect pour une raison qui est très simple. Euh, c'est qu'un jour, je suis avec un de mes athlètes dans ce qui était la plus grosse organisation russe, celle qui payait mais des dizaines de milliers de dollars, tu vois, ça paye extrêmement bien. Et en fait, on me dit, tiens, t'es français, ah, bah, c'est bizarre, il y a un français, c'est le président de l'organisation et tout. Et moi, je dis, ah ouais, c'est bizarre ça. Et c'est qui le gars? On me dit, ouais, c'est lui là-bas. Et je regarde, il y a un espèce de stokos là, énorme, tu vois. Et en fait, c'était Kamel. Et en fait, pourquoi j'ai beaucoup de respect pour ce gars? J'ai beaucoup de respect pour lui parce que Kamel, c'est quelqu'un qui avait une fonction euh, très haute. Il était très, très haut placé dans le MMA. Mais c'est un mec, en fait, qui a jamais parlé. Si tu regardes ses réseaux ou quoi que ce soit, tu ne pouvais pas deviner que ce mec avait telle fonction dans le MMA. C'était le président d'une très grosse organisation de MMA. Et le mec n'en parlait pas, ne communiquait Ah, pas. Et moi, tu me connais, je suis pas quelqu'un qui est sur les réseaux. Moi, tu vois, je me fais très discret, etc. Et j'ai beaucoup de respect pour ces mecs-là. Tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup de gars qui, avec très peu, te vendent un gros truc. Mais on a beaucoup de gars aussi qui, avec énormément, te vendent rien du tout. Bah, tel Kamel, en fait. Tu vois, Kamel, c'est quelqu'un qui, à l'époque, dans le MMA, était très important. Mais tu n'aurais pas pu le savoir parce qu'il ne parlait pas. Et ça, c'est top. Des gens comme ça, il faut les respecter, tu vois. Et les gens comme ça, il faut les garder bien près de toi parce que c'est pas des mecs qui parlent pour rien, quoi. Voilà. c'est vrai.
puis, c'était vraiment, on parle d'une époque, il y a de nombreuses années, le MMA, c'était même pas légalisé en France, c'était à peine si on le connaissait, ce sport. Et justement, je me suis documenté sur cette organisation que tu parles. Il y avait John Jones aussi qui était parrain de cette organisation. Il y avait aussi le français, honte à moi, j'ai oublié son prénom, qui combattait à Arès, au MMA-GP, pardon, le poids lourd, la légende. Jérôme Le Banner, ouais, qui était aussi dans ce coin-là. Il me semble qu'ils étaient 3. Donc après, bon, il y avait aussi un autre staff, mais enfin voilà. Donc ouais, non, vraiment, moi j'étais impressionné parce que je suivais Kamel sur ses réseaux et en me documentant sur pourquoi le MMA, tout ça, j'ai pu voir que même aussi niveau entraînement, il s'entraînait au MMA, quoi. Donc c'est pas seulement un gars qui fait de la muscu et qui est influent sur les réseaux, c'est voilà, tu l'as rappelé, il était dans le game, quoi. Et il le dit pas beaucoup. Il le dit pas beaucoup, enfin, voire même pas du tout. Sujet, hein, c'est quelqu'un qui connaît vraiment son sujet. Il en connaît beaucoup sur tout ce qui est préparation physique, etc. Tu vois, nutrition et compagnie. Mais c'est aussi un mec qui boxe. Hein. C'est un mec qui, comme je te dis, qui avait des fonctions très importantes dans le MMA et qui n'en a jamais parlé. Et ça, pour moi, tu vois, c'est une grande, grande qualité. Aujourd'hui, il y a tellement de vendeurs de rêves dans notre travail que quand tu as quelqu'un comme ça qui ne parle pas beaucoup, mais qui occupe une haute fonction, il faut vraiment le respecter. Et pour le coup, il est venu avec le rappeur Maes, tu vois, qui est un mec super, qui est vraiment cool. C'est vraiment cool de le voir. Voilà, bah moi, tu me connais, je suis un peu éloigné de tout ça. Moi, j'écoute les sons bulgares, je regarde la télé bulgare, je regarde que des trucs bulgares, tu vois. Donc, je sais pas trop ce qui se fait en France, donc je connaissais pas beaucoup. Mais un mec super, tu vois, c'est des mecs qui pèsent des millions de followers sur Instagram. Et quand tu les as avec toi, tu peux pas le deviner parce qu'ils sont trop cool, tu vois. Ils sont juste hyper simples, hyper gentils. Tel que tu me parlais du chanteur Anas. Anas, ouais, Ça veut dire qui a fait un album. Ah, mais bien sûr, mais moi je le connais, même Maes. Enfin, c'est des rappeurs que j'écoute. Anas, c'est un peu plus récent. Que j'écoute et qui font du très 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 bon boulot. C'est des bosseurs aussi, hein. Au-delà d'être des mecs qui ont des millions de followers, comme tu dis, c'est des bosseurs. Ils ont travaillé pendant. Donc, comme des combattants de MMA, c'est des mecs qui ont bossé dans l'ombre et qui aujourd'hui sont à la lumière et qui ont l'air archi cool, du moins sur les réseaux. Et Anas fait du très très bon boulot. Il a fait des collaborations avec Soul King, avec plein de chanteurs, tu vois. Et en tout cas, c'était sympa de les voir avec vous pour ce combat et qui vous apporte votre soutien. Et enfin voilà, c'était cool. Anas, c'était aussi une belle histoire. En fait, c'est un gars. Comment on s'est vu la première fois? Je sais pas. Je crois qu'on a mangé ensemble. Je savais même Il est pas. de Lille, hein? Je ne savais même pas qui il était. Dis-toi. C'est Rouskov qui m'a montré son Instagram et qui m'a dit tiens regarde c'est lui. Toi. Je ne savais pas. Et en fait, c'est des gars et c'est ça qui est génial. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le deviner. Ils sont trop cool, trop simples, trop gentils. Enfin, tu vois, c'est vraiment top d'avoir des mecs comme ça. Et pour le coup, moi, Dubaï, ça a été vraiment le moment des success stories. En fait, j'ai rencontré d'autres Français qui ont réussi, qui sont très jeunes. Et c'est très inspirant, tu vois. Il faut que ça, comment dirais-je, il faut que ça inspire la jeunesse française, en fait, comme quoi il y a des choses à faire, il y a de l'argent à faire. Tu vois, il y a un gars, en fait, il a réussi dans le e-commerce. Il y en a un autre là que j'ai rencontré qui a 24 ans à l'heure actuelle, donc il a fait un peu d'oseille alors qu'il avait que 20 ans. Il s'est lancé dans le trading, il s'est lancé dans la crypto-monnaie et aujourd'hui le gars est installé à Dubaï, il vit extrêmement bien et tout. Moi, c'est que des belles histoires qui m'ont beaucoup inspiré lors de mon séjour à Dubaï avec Rouskov, tu vois. Beaucoup de Français qui ont réussi, qui sont restés très simples et ça c'est cool et ça fait plaisir à voir. Et voilà. Donc on était bien accompagnés et ça fait plaisir. Voilà. Eh ben, c'est super pour fermer la parenthèse. On va parler, il y a eu l'UFC Paris qui a été annoncé aussi. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est encore vraiment, vraiment officiel, mais bon, voilà, c'était juste pour en parler rapidement avec toi. Ben, c'est sûr, on va voir Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris, je pense. Je l'espère. Je l'espère. Tu sais, D'accord. avec l'UFC, ça n'est jamais sûr, tu sais, donc je Ouais. l'espère très fortement. Je le pense très fortement, mais à confirmer, tu vois. En fait, à confirmer en fonction de ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour Benoît, parce que s'il combat dans le courant du mois de juin, tu as aucune garantie qu'il puisse combattre au début septembre. Ça dépend comment le combat va se passer. Il faut pas qu'il y ait de blessures, etc. Tu vois. Donc moi, tu me connais, je suis quelqu'un de très sur la réserve. On fait pas de plan sur la comète. On attend la prochaine date, on déboîte le mec et après on peut parler de l'UFC Paris, quoi.
Et justement, après l'UFC Paris, tu as pris les dates. Il me semble que ça a été fait en fonction de ça. Il y a une grosse annonce qui a été faite sur les réseaux de la Bulgaria Top Team et sur tes réseaux. Le Trading Camp de la BTT, cette année, ça se déporte. Ça va aller dans un pays chaud, j'ai envie de dire. Ça va aller au Maroc du 4 au 10, c'est ça? Du 4 au 10 septembre? Du 4 au 10 septembre 2023. Donc, on sera à Casablanca, au Maroc. On travaille en collaboration avec le Gym Factory, dont le patron s'appelle Sami Wish. On s'est entendu parce que ça fait très longtemps qu'on communiquait sur les réseaux. Moi, de mon côté, j'avais un petit peu envie de changer. Tu sais, ça fait 5 ans de suite maintenant qu'on fait les camps en Bulgarie. Même moi, tu sais, j'avais besoin d'un peu de renouveau. J'avais besoin de me retrouver dans un endroit que je connais pas, avec de nouveaux collaborateurs, tu vois, j'étais trop dans mon confort en fait tous les ans. J'avais besoin de me renouveler un petit peu. Donc, quoi de mieux que le Maroc en fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver de mieux que le Maroc? Donc voilà, on est parti au Maroc. Ça sera du 4 au 10 septembre, comme tu l'as dit. On reste sur les mêmes principes que les années précédentes. Donc, c'est un camp qui est ouvert aux amateurs. On fera un système de TUF, donc 2 équipes qui vont s'affronter à la fin du camp et on signera le meilleur d'entre eux en management à la BTT pour gérer sa carrière professionnelle. Voilà. On a le nom des équipes ou pas, Guillaume? Je suis en train de travailler sur les prochains coachs. Voilà, je suis en train de Restez branchés sur les réseaux de la Bulgarian Top Team. Ça va être annoncé très vite. Mais tu sais, regarde, tiens, ça, il faut que j'en parle. J'ai publié hier la photo, donc le poster, avec certains des athlètes qu'on a fait monter. Et regarde aujourd'hui le bilan. On a fait monter Leandro Gomez, aujourd'hui qui est à 3-1. Alexandre Carroll qui est à 2-1. Brandon Brachet qui est à 2-1. Adem Afroun qui est à 2-0. Alexandra Tekena qui est à 3-1. Et Hugo Guillon qui est à 4-1. Donc là, je ne suis pas capable de faire l'addition rapidement comme ça, mais je pense qu'on a un ratio qui est plutôt extrêmement bon avec nos jeunes professionnels qui sont passés par les camps de la BTT. Et voilà, il faut que chaque année, en fait, soit marquée par un petit monstre qui va signer chez nous et qui, dans les années qui vont suivre, va être un athlète reconnu dans le circuit du MMA professionnel, quoi. C'est vraiment l'objectif de tous les enfants. Donc, les inscriptions sont lancées. Donc, c'est pour s'inscrire, c'est faut te contacter directement, faut contacter c'est sur Instagram, c'est comment? On a mis un lien en fait sur le post, donc sur Insta et aussi en story, on va faire tourner régulièrement un lien où il faut s'inscrire parce qu'en fait, si tu veux, l'année dernière, on a eu 80 inscriptions et on a sélectionné 30 parce qu'on ne peut pas faire venir tout le monde. Donc en fait, on essaye nous de faire une présélection déjà via les inscriptions, histoire d'avoir les meilleurs d'entre eux. Donc il faut déjà s'inscrire et ensuite les sélectionnés recevront une confirmation. Donc voilà. Avis à tous, venez nombreux. Je crois que les vidéos, tout ça, si vous le souhaitez, vous pouvez retourner sur la chaîne de Pugilat, sur la chaîne aussi de Gong, voir ce qu'on a fait les années précédentes. Et c'est cool. Et c'est vraiment bien. Eh ben, c'est super. On est dans la parenthèse là, de la BTT News, vu qu'on parle exclusivement de la Bulgaria Top Team. Il y a aussi une annonce là, d'un combat qui vient d'être annoncé sur une organisation de la sueur. C'est une organisation de MMA, je crois, LFC. Je ne sais pas le nom exact. Bref, c'est l'organisation du média de la sueur. Il y a le combat Damien Lapillus vs Amin Ayoub. Alors moi, je trouve ça scandaleux. Pourquoi ce combat, il a lieu en grappling? Qu'est-ce que c'est que ça, Guillaume? Qu'est-ce que c'est que ça? On voulait la revanche en MMA. Et je pense que tous les gens qui écoutent le JDF, ils voulaient ce combat en MMA et pour la ceinture ORS. Alors, pour t'expliquer, donc déjà, l'organisation s'appelle le LSFC. Donc, c'est la Sueur FC. Donc, je pense que c'est la Sueur Fighting Championship. Voilà, ils ont décidé de mettre ce combat en place en grappling. On l'a accepté parce que malheureusement, il ne nous a pas été proposé en MMA. On en a longuement discuté avec Amine. C'est vrai qu'on regrette un petit peu le fait que nous, de notre côté, après le match nul contre Damien Lapillus, il faille qu'on fasse plusieurs combats, plusieurs victoires avant de retrouver une nouvelle chance pour la ceinture. En revanche, de son côté, Damien Lapillus
a eu beaucoup plus de facilité avec directement un combat pour le titre 66 et maintenant un combat pour le titre 70 contre un autre adversaire qui, lui, n'a jamais combattu à Arès, alors que de notre côté, on nous a même pas proposé le combat. Voilà. Guillaume, tu sais, à l'UFC, il y a le Dana White privilège. Là, pour le coup, en France, on a le Fernand Lopez privilège aussi, ou le MMA Factory privilège. Alors, j'interviens, parce que je vais te dire un truc qui est très honnête. C'est scandaleux, ok? C'est scandaleux. Ouais, bien sûr. Mais en fait, avec Amine, nous, ça nous touche pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, et en général mes combattants, on n'est pas en fait dans la quête de la ceinture absolue, en fait, si tu veux. C'est pas une fin en soi, en fait, que d'aller chercher la ceinture, parce que finalement, la ceinture, elle change quoi? Hormis que tu combats plus longtemps, sinon la paye reste la même. Enfin, tu vois, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir des combats adéquats. Et pour le coup, Amin Ayoub va revenir au mois de juin, donc le 23 juin. Je peux pas annoncer le nom de l'adversaire, mais pour le coup, l'adversaire est extrêmement bon pour nous. C'est un combat qui nous intéresse, c'est un combat qui voulait, c'est un adversaire qu'on veut prendre. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on va prendre notre adversaire au mois de juin. On va laisser Damien Lapillus de son côté faire ses combats. Et voilà, peut-être qu'on se croisera un petit peu plus tard. Voilà. C'est scandaleux. Enfin, comme tu dis, vous n'êtes pas touchés par ça. C'est plus nous, les fans et le public, qui sont impactés et qui sont touchés par ça parce que c'est le combat que tout le monde voulait voir, quoi. Donc voilà, c'est dommage pour nous, les fans, quoi. Voilà, mais comme tu le dis, ça n'empêche en rien. Ça permet. Vous avancez quand même, quoi. Et ce combat-là de grappling, en cas de victoire ou défaite, c'est bon, bien sûr, c'est inscrit sur Tapology, mais c'est comptabilisé. Rien du tout, en fait. Rien du tout. Moi j'ai l'impression que c'est pour donner un peu de la hype à l'organisation, hein. Il y a aussi le frère de Abdul qui combat contre un gars du Factory. Après, c'est très bien que cette organisation elle voit le jour et tout. Donc c'est cool, mais bon, je comprends qu'ils ont besoin de gros noms. Donc, mais je vois pas voilà, moi je vois pas l'intérêt de ce combat, quoi. Là, j'ai vu que ça commençait un peu à se trash talk. Bon, voilà. Amine, oui, c'est gentil. Voilà. On espère en tout cas qu'ils régleront ça en MMA. Ouais, bien sûr, mais nous, on nous a proposé ça par l'intermédiaire de Chris Gennart, et je pense qu'il faut le citer. Chris Gennart, c'est le dernier arrivé de l'équipe de la Sueur, et pour le coup, c'est quelqu'un avec qui j'entretiens d'excellents rapports. C'est quelqu'un que je juge très correct dans les échanges qu'on a, etc. Et en fait, il m'a gentiment proposé ça, et je trouvais que c'était cool. Tu sais, Amine va combattre au mois de juin, donc pour le coup, faire une compétition de grappling fin mars ne posait aucun problème. Et la cerise sur le gâteau, c'est contre Damien Lapillus. Donc c'est plutôt cool, tu vois. C'est voilà. Tu sais, à la fin du combat, il y a personne qui va mourir. Tu sais, on va enterrer personne. Tu vois, ça reste une compétition, ça reste du sport. Donc voilà, c'est cool. Tu vois, il faut pas se prendre la tête. Voilà. Guillaume, est-ce que j'aurais oublié quelque chose concernant un combattant de la BTT? Je te laisse le relais. Dis-moi avant que je passe au dernier sujet que j'ai à t'évoquer. Récemment, on a eu les victoires sur Arès. Je crois qu'on n'en avait pas parlé. On avait eu les victoires d'Ibrahimane. Il nous avait mis un chaos de l'espace. Belle victoire aussi de Nikola Djokovic, qui a rencontré quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, comme je le disais, tiens, il y a 2 minutes, ça reste du sport. Tu sais, avant, j'avais une mentalité où il fallait pas qu'on affronte nos amis parce que machin truc, etc. Mais finalement, quand on y réfléchit, Kevin, ça reste du sport. Ils le font dans d'autres sports. Pourquoi on ne pourrait pas le faire chez nous, tu vois? Donc, Nikola Djokovic a affronté Papou-Lélé. Voilà, grosse victoire de Nikola Djokovic sur un gros KO TKO sur Papou, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Victoire d'Abou Tunkara à l'Hexagone. Il avait besoin de ça, faire son retour, ça nous fait du bien. Et attention, victoire de Nikita Leshukov. Est-ce que tu l'as vu ça? Ah oui, le KO, ah oui, c'était impossible de le louper. Il est passé dans le fil d'actualité, dans l'highlight. Ouais, impressionnant ce coup de pied retourné, c'est ça? Alors, Nikita Leshukov, 2 combats, 2 victoires. Dans la première reprise, par KO, par coup de pied retourné. Waouh. Ouais, donc très dangereux avec ses coups de pied, quoi. Ça, ça va être analysé, ça va être dur à mettre en place, mais en tout cas, il a un gros potentiel sur cette arme-là, quoi. Oh oui. Ouais, clairement. Oh oui. Et grosse victoire d'Oumar Sy. On aura malgré tout une pensée pour la petite Awa So qui a combattu au Cage Warriors. C'est une défaite pour Awa.
Mais voilà, là, c'est ce que je disais, la vie continue, on retourne à l'entraînement, on arrête, on éteint les réseaux, on arrête de faire des stories dans tous les sens, on s'entraîne dur, on revient, on gagne, et voilà, c'est la vie de combattant tout simplement. Et comme tu le savais très certainement, combat annulé pour Morgan Charrière, et ça c'est chiant, ça, et ça c'est vraiment chiant. Et voilà, on espère revoir Morgan Charrière. Je te le dis ou pas? Quand est-ce que tu nous sors le podcast là? Ah là, le podcast, il sort dans 2 jours. Hein. Il sort, on est quoi? On est samedi, on est Allez, vendredi. Il sortira avant mercredi. allez, je prends le risque, on reverra Morgan Charrière le 29 avril, là. Donc dans un mois. Ok. Donc, gros combat, restez branchés. Ouais, On va restez suivre ça. branchés. Ouais, c'est chiant pour Morgan, parce que du coup, il se prépare à chaque fois. Là, du coup, il a fait le cutting et tout quand même encore. Il a commencé à faire le régime, tu vois, il a fait un vrai régime. Ouais. C'était juste avant de cutter. Mais ouais, non, c'est chiant, c'est compliqué. Donc du coup, il y a eu des échanges assez houleux avec le Cage Warriors. Et voilà. Pour, je dirais, nous tendre la main, ils ont proposé à Morgan de venir s'entraîner aux États-Unis jusqu'à son prochain combat. Tout frais payé, donc ça nous a calmé un petit peu pour le coup. Et voilà, c'est le début de l'expérience américaine et on l'espère du rêve américain pour Morgan, parce que c'est un continent qu'on souhaite conquérir. Donc voilà. Et en plus, on a eu l'occasion aussi de le voir sur le plateau d'RMC Sport, du coup. Ouais. C'était sympa. Il a commenté le combat Léon-Edouard Kamaru-Usman. C'était archi cool. Est-ce qu'il fait ça bien? Pardon. Ouais, il fait ça bien, franchement. Ouais, c'était cool de le voir ouais, sur le plateau et tout. Non, franchement, il a sa place. Hein. Faut qu'il le recrute. Hein. Il est... à côté de Taylor et Benoît Simon. Il a sa place, hein, franchement. Et puis on voit que c'est un passionné, donc c'est toujours intéressant de l'écouter parler. Il me semble qu'on a fait le tour. Il y avait éventuellement un dernier sujet là, c'est une actualité qui vient de tomber. Est-ce qu'on en parle ou pas? Aucune idée, c'est quoi? Abdul en 70 kilos. Ah oui, j'ai vu ça, Ça effectivement, vient de passer. Ils ont parlé avec son préparateur physique, Clément Marcoux. Voilà, Okay. donc Abdul qui était en 84 pour son dernier combat qu'on a bien parlé. Ensuite, il était en 77. Il était en 70. Pourquoi je te pose la question? Parce que tu étais son manager, tu as constitué son palmarès, la plus grosse partie qu'il a aujourd'hui. Moi, je voulais savoir, aujourd'hui, est-ce que tu es surpris de cette décision et est-ce que tu l'aurais envisagé ou est-ce que tu l'avais envisagé? Ah, j'en avais parlé déjà avec Abdul par le passé, c'était clairement le projet en fait. C'est pour ça que moi j'étais très surpris au moment où ils ont annoncé de monter à 84, parce que nous on avait discuté avec Abdul que s'il y avait une signature à l'UFC, il fallait qu'il combatte à 70, chose qui ne lui a pas fait plaisir, parce que comme on le sait, c'est quelqu'un d'assez feignant, d'où son nickname. Mais ouais, c'était clair depuis le début. Abdul, à très haut niveau, doit évoluer à 70 kilos. Hein, ça, c'est clair. En tout cas, ils ont fait un travail monstrueux sur son physique. Et moi, j'écoute les podcasts de Clément Marcoux, j'apprécie énormément. Et je suis toujours content parce qu'il parle toujours du travail que tu as fait avec Abdul pour qu'il en arrive là. Toujours quand ils évoquent le palmarès, il a pris des gros adversaires. On voit vraiment que le management qu'il y a eu avant a vraiment été un bon travail et que sûrement il arrivera à l'UFC en partie grâce à ton travail, quoi. Ah, c'est Donc cool. ouais, non, ça fait plaisir vraiment. À chaque fois, il parle de tout son début de carrière en fait, tu vois. Donc, Ok. donc voilà, je tenais à le souligner. Je pense que tout le monde est au courant. Laisse-moi prendre la parole une seconde juste pour dire que oui, effectivement, moi avec Abdul, je pense avoir fourni un gros travail. Je pense m'avoir donné à fond. Je pense ne jamais avoir menti ou triché avec Abdul. Je pense m'être consacré à sa carrière à 100%. Tu sais, il y a beaucoup, comment dirais-je, de secrets, et je vais trahir un secret, je vais en parler. Les gens souvent ignorent le travail du manager. Tu sais, il fut une époque avec Abdul, avant que je le signe au Brave, plus personne ne voulait le prendre en Europe. On ne trouvait plus d'adversaires, plus personne. Et il a fallu que moi-même, le manager, je mette la main à la poche et que je paye
pour que certains des adversaires acceptent de le prendre, tu vois. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, tu vois. C'est, comment Ça, c'est dirais-je, ouf. c'est des petits secrets de management, en fait, tu vois. Mais attention, je te dis pas ça pour que les gens disent, ah ouais, quand même, putain, tu vois, il s'est donné à fond et tout. Mais c'est juste pour que les gens réalisent comme quoi construire la carrière de quelqu'un, ça n'est pas toujours facile. Et notamment celle d'Abdul, parce que Abdul, après quelques combats, faisait peur à tout le monde. Et ça a été un Putain. cauchemar. Placer Abdul a été un cauchemar absolu parce que personne ne voulait l'affronter. Ouais, Donc et oui, justement, ils le disent encore, hein, ça l'est encore, hein, ça l'est encore apparemment. c'est cool. Bah oui, 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 bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, la différence est que les athlètes sont bien payés pour affronter Abdul. C'est ce qui arrive à convaincre certains d'entre eux. Mais à l'époque où, contre Abdul, on proposait 1 000 euros aux adversaires, bah, je te laisse imaginer, c'était impossible. Tu vois, c'était impossible. Il a fallu ruser et user certains stratagèmes pour convaincre les adversaires, parce que personne ne voulait bah, risquer de. En fait, le risque pour un mec avec 20 combats, c'est de perdre contre quelqu'un qui n'en a que 5. Et ça fait vraiment tâche sur le record, tu vois. Donc oui, ça a été une époque où il a fallu vraiment charbonner pour rendre Abdul très actif, parce que Abdul, c'est quelqu'un de, comment dirais-je, de... Il faut que tout arrive tout de suite, en fait. C'est-à-dire que Abdul, si te dit lundi, il veut combattre, il faut que le mardi, il ait une date, tu vois. Donc nous, on essayait de remplir notre part du travail du mieux que l'on pouvait. Et voilà, je pense avec pas mal de succès, parce qu'on l'a rendu plus ou moins très Ah oui, actif. non, mais c'est dit Oui. à chaque fois, hein, vraiment, c'est ce qui ressort, moi, quand j'écoute les podcasts, de la qualité et tous les main events aussi qu'il a fait. Hein. Ok, là, je pars en impro total, hein. Tu sais que Abdul, tu n'es Ouais. peut-être pas au courant. Est-ce que tu sais qu'il avait une autre défaite sur son record? C'était- non, 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 je Tu n'étais vois. pas au courant. Parce que je sais qu'il a eu une défaite, mais Ouais. qu'il a vengé, quoi. Il Non, a battu le mec qu'il a. il a pris une défaite pour un coup illégal. Et pareil, nous, on s'est battu dans tous les sens. On a fait une guerre pour lui retirer cette défaite, parce que nous, on jugeait que le coup n'était pas illégal. C'est un combat qui a eu lieu à l'European Beatdown contre Georges Géide. Je m'en rappelle très, très bien. Il a fallu faire des mails et des lettres de contestation pour réussir à obtenir gain de cause. Mais voilà, ouais, on s'est battu pour la carrière d'Abdul. Et, euh, et même si aujourd'hui on travaille plus ensemble, j'espère que dans un coin de sa tête, il s'en souvient, tu vois. Voilà. Ah, mais je pense, je pense. En tout cas, voilà. Nouvelle annonce. Donc voilà, c'était déjà pensé. Donc c'est ça parce que moi, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, oh, peut-être que c'est quelque chose qui a été innové, que c'était pas, ça avait jamais été prévu pour Abdul. Donc La grande surprise pour moi, c'est de faire le grand écart en fait entre 84 et 70. Là, pour le coup, je t'avoue être surpris. J'aurais mm, pensé que s'il y avait un projet de 70, avant ça, il y aurait une nouvelle descente à 77 pour ensuite aller à 70. Tu vois. J'aurais fait moi plus les choses de cette manière. Donc c'est plus le grand écart qui est surprenant. Maintenant, le fait qu'il combatte à 70, pour moi, n'est pas une surprise. C'était son futur de toute façon à 70. Hein. et peut-être aussi, je pensais ça, que c'était une opportunité pour rentrer aussi à l'UFC. Peut-être que les catégories au-dessus, ça va être compliqué. Sans parler, tu sais, de Tu l'adversité qu'il peut avoir. Hein. C'est sais, c'est compliqué plus tout court, de important. toute façon. Ouais, c'est 77, plein partout. 70, si à la limite il y a une opportunité, c'est plus à 84 que à 70. C'est 70, c'est très 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 compliqué. Je peux te dire, j'ai réussi à rentrer des gars à 70, c'est pas facile. C'est pas facile. Ok. Et bon, je fabule hein, pour les fans, pour nous, pour les auditeurs. Un combat face à Benoît Saint-Denis, du coup. Ça pourrait être Non, sur une autre marche, non? non, Non, ok. non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ah, parce que c'est En fait, sûr que la tangente, elle va arriver hein, dans les mois à venir. ouais, S'il signe à regarde, l'UFC, les gens ils vont dire il arrive dans la catégorie de Benoît Saint-Denis. Ou bien sûr. Faresiam aussi. Ben, regarde, tu Pourquoi vas me. pas? Quand on était en Bulgarie avec Benoît il y a 1 an, je crois, donc pas le dernier camp, mais celui d'avant, euh, Benoît n'avait plus d'adversaire pour l'UFC à Paris. Ok. Ok. Et donc, le nom de Faresiam est arrivé. Parce qu'en fait, apparemment, Faresiam était fraîchement licencié de l'UFC. Et apparemment, nous, ce qu'on nous a dit, c'est que le Faresiam s'était proposé pour affronter Benoît Saint-Denis. Tu vois, c'est ce qu'on nous a dit. Et en fait, moi, ce que j'ai répondu à Benoît, c'est que si l'UFC devait me proposer ce combat, je refuserais. Parce qu'en fait, je ne veux pas que mes histoires à moi
se transforme en vengeance via mes combattants. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a eu une séparation avec Fares que je veux absolument qu'il croise le fer avec Benoît Saint-Denis. Tu vois, il y a suffisamment de combattants dans la catégorie pour que chacun d'entre eux puisse se prendre un étranger, tu vois, chacun de son côté, quoi. Et je te dirais que c'est la même chose pour Abdul, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ferait un Benoît Saint-Denis contre Abdul Abdouragimov, tu vois? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'un tel combat, si ça doit avoir lieu, il faudrait que ce soit dans le top 10 de l'UFC. Mais avant, ça Ouais, n'a ou pas pour la ceinture, parce qu'on sait que l'UFC sont friands de ces histoires-là. Et pour le coup, si Abdul il rentre à l'UFC dans les 70 kilos, ça voudrait dire que c'est le troisième combattant issu de la Bulgaria Top Team qui rentrerait à l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc ouais. voilà, après, c'est tout ce que je leur souhaite de s'affronter au plus haut niveau, bien évidemment. À l'heure actuelle, ça n'a aucun intérêt, mais c'était mon côté fanatique qui voulait te Imagine, poser cette question, Guillaume. ils vont nous faire des embedded après en disant alors, Abdul Abdouragimov, lui aussi était un combattant de la BTT et C'est aujourd'hui, ça. Pelletier veut absolument se venger. Tu vois. Il n'y aura pas Non, mais d'histoire. On n'est pas comme ça. en tout cas, faut saluer. Enfin, en tout cas, moi, je salue ton travail que tu as fait Merci. avec tous ces combattants pour les avoir amenés jusqu'ici. Voilà, même si tu travailles plus avec, ça n'enlève en rien leur palmarès et tout le travail que tu as fourni. C'est dur. Voilà, Guillaume. Non, il n'y a pas de voilà, je vais continuer. Non, non, tu sais, c'est dur. C'est un vrai travail et c'est dur. Et souvent, ce travail est incompris. Je vais t'expliquer pourquoi. Je me suis fraîchement séparé d'un de mes combattants il y a 2, 3 jours. Bon, c'est un jeune combattant, même si je te donne le nom, ça ne te dirait certainement rien. Parce que malheureusement, les jeunes combattants souvent ne réalisent pas le travail qu'un manager fait. Le manager travaille, mais sans relâche. Notre travail à nous, il est extrêmement dur. Tu sais, il y a énormément de management et finalement, très peu percent, très peu se font un nom. Pourquoi? Parce que c'est très dur, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et on bosse, tu vois. Et là aussi, le frustrant, c'est quand les combattants ne se rendent pas compte qu'on bosse énormément, tu vois. J'ai le combattant avec qui on a décidé d'arrêter me contacte il y a une semaine en me disant ouais, je vois le travail que tu fournis pour d'autres, mais je vois que pour moi, tu en fais un peu moins. Et en fait, si tu veux, le sport est ainsi fait. En fait, on a l'attention du coach et du manager qui est en proportion de ce qu'on lui donne. Tu vois, si tu lui donnes que des victoires, tiens, regarde, maintenant je fais un truc qui est très efficace. Tu vas voir, ça va t'éclairer. En fait, comme le football, c'est très en avance sur nous, maintenant, quand je dois parler de quelque chose, je prends toujours l'exemple du football. D'accord? Donc, est-ce que tu penses qu'au Real de Madrid, par exemple, Cristiano Ronaldo, il avait la même attention de la part de son coach que pouvait l'avoir un milieu défensif qui, de plus est, était remplaçant? Tu vois? Ouais, bien Tu as sûr. l'attention des gens avec qui tu travailles en fonction de ce que tu donnes, tu vois? Et moi, je me suis donné à fond pour Abdul, parce que je savais que ce mec, il allait tout péter. Je savais que ce mec, il allait rouler sur tout le monde et qu'il allait très loin. Et en fait, si tu veux, c'est une question d'échange. Le manager, il donne en proportion au talent qu'il voit à travers son combattant. Tu comprends? Donc, du coup, les combattants, c'est pour ça qu'il est idiot de se comparer à un tel ou un tel, parce que chaque personne est différente. Et du coup, chaque façon de travailler est différente en fonction du profil, tu vois. C'est encore une fois, et ça, là, je vais fermer la parenthèse, c'est un travail qui est très compliqué et qui est très personnel. Chaque cas de figure est différent, en fait. Et c'est aussi ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on ne tombe pas dans l'ennui dans notre travail, parce qu'en fait, finalement, chaque journée est différente, tu vois. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le sport, et pas que le MMA, le football aussi, n'importe quel sport, le sport est cruel, le monde professionnel est cruel, et pour recevoir, il faut donner. Tu vois, j'ai un ami, par exemple, j'ai un très bon ami. J'étais en Turquie, à Istanbul, il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai un ami qui s'appelle Ahmet Touba, qui joue à Başakşehir, un club très bien classé en Turquie. C'est aussi un international algérien. Et je discutais avec lui, tu sais, aujourd'hui, il est titulaire dans l'équipe d'Algérie. Mais demain, si tu fais une mauvaise prestation, tu es remplaçant. Et si tu en fais deux, tu es plus sélectionné. Tu vois ce que je veux te dire? Tu Bien retournes dans sûr. ton club, tu as le moral qui est totalement brisé, du coup, tu fais des mauvais matchs. Du coup, même dans ton club, tu te retrouves remplaçant. Et en fait, si tu veux, le sport, c'est un truc qui est cruel. Il faut l'accepter. Tu as l'attention de tes partenaires en fonction de la performance que tu produis, en fait, si tu veux. Il n'y a que la performance qui peut t'amener le travail de tes collaborateurs ou la lumière et le résultat, tout simplement. On arrête là.
Ouais, ça marche. Ok. En tout cas, ouais, non, mais faut saluer tous les managers qui travaillent dans l'ombre et qui font vivre le sport, qui font vivre le MMA français. Parce que Et puis voilà, c'est pas évident aussi les relations qu'il y a. Là, tu viens de l'évoquer, mais voilà, il y en a eu d'autres. C'est pas évident. Vous devez être sur plein de fronts, gérer plein de problèmes, que ce soit le côté organisation, que ce soit le côté aussi combattant, relationnel. Enfin, c'est compliqué et c'est vrai que ça, on ne le voit pas. On met plus en avant le travail des préparateurs physiques, le travail des entraîneurs que le travail de vous, les managers. Donc, parce que c'était important de le souligner, Guillaume. voilà, nous, on est dans l'ombre. Si tu regardes, il y a beaucoup de boîtes de Ouais. management. En France, il y a aussi Résilience. Il y Mm. a un mec qui s'appelle Manu, il a une agence qui s'appelle Manu Need. Il y en a quelques-unes des agences en France, tu OK. vois. Et moi, je sais la difficulté que c'est d'avoir une agence de management, de faire monter des gars. C'est dur, c'est un travail dur. Et c'est aussi pour ça que moi, je me comporte très bien et je respecte tous mes collaborateurs. Parce que je suis passé par là et je sais la difficulté que représente ce travail. C'est quelque chose de très compliqué. Eh ben, c'est super. Merci, Guillaume, pour cette parenthèse. Merci d'avoir répondu présent sur le JDF épisode 14. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions à poser à Guillaume pour le prochain JDF, mettez-les en commentaire. On sera un plaisir d'y répondre. Ben, et puis voilà, hein, Guillaume. Encore merci. Et puis je te laisse le mot de la fin si tu veux clôturer le Bah, podcast. c'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie de prendre de ton temps. On remercie aussi tous ceux qui nous suivent et nous écoutent, c'est hyper important. Merci à vous les gars, n'hésitez pas, on like, on suit. N'hésitez pas, comme vous l'a dit Kevin, posez vos questions, nous on répond, on prend notre temps, on ne snob absolument personne. Si on peut renseigner, si on peut... En fait, moi j'aime transmettre, j'aime mon boulot et j'aime l'expliquer, j'aime le transmettre. Donc si je ne peux renseigner même qu'une seule personne, bah déjà ma journée est faite, tu vois, moi ça me fait plaisir. Donc les gars, n'hésitez pas, on est là, suivez-nous et on revient la semaine prochaine.